moi je suis Bastien Villeneuve, j'ai fait mon mémoire en 2022-2023 dans le cadre du parcours pouvoir et espace du politique, donc en histoire contemporaine et moderne ici, et j'ai travaillé sur jeux vidéo indépendants de sa formation à son émancipation politique, du coup des années 90 à c'est terminé à nos jours, mais du coup en 2023, juin 2023, puisque sinon il y aurait d'autres choses à dire derrière, puisqu'il y a des nouvelles constantes mises à jour. Il fallait bien arrêter à un moment. Alors la question qu'on se pose sur un sujet comme ça, et un petit peu sur tous les sujets jeux vidéo, parce que c'est des masters d'histoire, c'est quelles étaient vos sources primaires. Et là, en plus, on parle de jeux indés, sur quoi vous êtes fondé en archives pour travailler sur ce sujet? Moi, je me suis basé principalement sur tout ce qui va être produit par les développeurs et les studios indépendants, donc qui se définissent eux-mêmes indépendants. Donc on peut citer notamment énormément de notes de blog. Il y en a beaucoup qui ont produit des choses pour montrer leur avancée, montrer leur réflexion. J'ai essayé de ne pas me baser pour autant sur leurs jeux. Leurs jeux peuvent dire des choses, mais souvent c'est pas intéressant. Il y en a 3-4 qui font une analyse de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils pensent du jeu vidéo indépendant, et dans ce cas-là, ça peut être pertinent. La plupart du temps, c'est une autre histoire. Beaucoup aussi, comme on a vu en fait dès les années 2000, le développement de l'Independent Game Festival, la IGF, il y a eu beaucoup de conférences qui ont été faites. Certaines de ces conférences sont disponibles, d'autres sont cachées par le vault de ce truc, donc on n'y a pas accès. Et lors de ces conférences, c'est aussi beaucoup de moments où les développeurs et développeuses se retrouvent. Et donc ils discutent, et certaines de ces discussions se retrouvent postées sur YouTube par des vidéos amateurs, filmées n'importe comment. Et donc ça va être ces sources-là, ça va être retrouvé en fait à partir des personnes pertinentes, des personnes que j'ai pu voir comme des points clés dans une vision de l'indépendance, retrouver un peu tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont pu écrire, tout ce qu'ils ont pu produire, pour ensuite voir ce qui était pertinent. Les archives, elles vont être là-dessus, mais du coup, beaucoup d'archives internet, beaucoup d'archives un peu indisponibles, en fait, aussi, donc c'est beaucoup à chercher, il n'y a pas un stock prédéfini, prêt à être ouvert et à être étudié, quoi. Et là, du coup, il y a une question très cuisine, très basique. Il y a évidemment une part de choses qui sont déjà sur YouTube, mais est-ce que vous avez utilisé des outils comme archive.org, Wayback Machine, des choses comme ça? Alors j'ai tenté notamment parce que je me souviens d'un cas un exemple très parlant, qui était le cas de Annapurna Interactive, qui est un studio qui est pas un studio, qui est un éditeur de jeux vidéo indépendant, et qui avait pendant un temps le slogan une pensée indépendante pour des résultats triple A. Un truc qui marche très bien, qui était intéressant à étudier. Mais entre-temps, ils ont changé de slogan. Changement de politique, changement de refonte graphique. J'ai tenté de le passer par Wayback Machine, qui n'avait pas enregistré le site. Malheureusement, donc là, je ne l'ai pas trouvé. Et après 2-3 recherches comme ça, en fait, j'ai l'impression que les archives Internet n'avaient pas été complètement faites et mises à jour sur ces sujets-là. Ouais, de toute façon, il y a beaucoup de déperditions. Il y a des années noires où, en fait, on n'a ni les archives papier, ni vraiment les archives des interviews. Vous avez aussi travaillé sur de la presse écrite? Alors j'ai travaillé un peu sur la presse, sur certains articles de presse américains, notamment 3 journaux majeurs. Donc Polygon, qui est un journal qui tente de faire du journalisme approfondi et de la recherche là-dedans. C'est notamment eux qui avaient sorti pas mal de scandales sur les heures trop payées et le crunch dans plusieurs boîtes. On a aussi ensuite Game Developer, anciennement appelé Gamasutra, qui est un journal qui a aussi un aspect forum communautaire. Et du coup, on retrouve aussi beaucoup dans les sections les discussions soit des développeurs, principalement des joueurs, mais ça permet aussi de voir ces problématiques-là. Et enfin, Kotaku qui est un journal d'actualité, mais qui a été mis en lumière notamment lors des événements du Gamergate, puisque c'est de ce journal-là en fait, que sortent les premières grosses insultes envers Zoe Quinn, la développeuse qui a été la plus harcelée lors de ces moments-là. Alors avant d'en venir au merci pour tout ça, on voit bien que même sur des sujets dont on a l'impression qu'ils sont pas répertoriables dans la manière dont on perçoit traditionnellement un master d'histoire, on a des sources primaires qui aident à reconstituer via des méthodes scientifiques alors l'émergence d'un certain nombre de sujets. Avant d'en venir aux résultats, un problème qui était spécifique à votre mémoire, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mémoires d'histoire culturelle, en histoire de la musique ou du cinéma, c'est que le terme indé, lui-même,
n'existe pas. C'est-à-dire que l'indé n'est qu'un mot, alors déjà qu'il y a une chronologie, il apparaît dans votre sujet, on va le voir, vous allez peut-être nous dire. C'est-à-dire que voilà, être indé, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un terme qui n'apparaît que en rébellion, en réaction, en construction par rapport à l'industrie, par rapport au triple A. Donc qu'est-ce que ça veut dire, être indé? Et comment vous avez travaillé avec ce problème méthodologique d'un terme qui se définit au fur et à mesure de votre travail? J'ai passé 1 an à tenter de le définir euh, pour au final essayer de passer par plusieurs choses. Bon, déjà, être indépendant de, ok, logique. C'est quoi le jeu vidéo institué? C'est ce qu'on va appeler le triple A, mais en soi, c'est une nébuleuse un peu difforme de, à partir du moment où il y a une entreprise connue derrière, ça va être considéré comme triple A. Pardon sur ça. Déjà, essayer de dater le premier jeu vidéo indépendant ou l'apparition du terme. Bon, ben en fait, on peut pas. Il y a déjà des discussions sur c'est quoi le premier jeu. Le premier jeu indépendant, ça marche pas. C'est marrant, les indés, ils savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimeraient citer. Et il y en a une qui dit ah ben c'est assez simple. Les grandes boîtes de studios de production de jeux vidéo refusent les noirs, enfin les personnes racisées principalement, mais comme c'est américain, c'est principalement la question des personnes noires qui est en compte, les femmes et les personnes LGBT. Donc le premier jeu vidéo indépendant est forcément fait par une femme transgenre noire américaine. Ça montre bien les problématiques. Ensuite, sur le terme indépendant, on peut définir plusieurs choses. Il y a un style indépendant, donc une volonté de faire indépendant. Quand on regarde un jeu, on se dit ah ça, c'est fait par 3 personnes dans un garage. Il y a aussi Ce qui est un peu un mythe, hein. Oui. La plupart y compris dans les jeux vidéo, mais dans l'informatique, on a l'impression que toutes les boîtes aujourd'hui multinationales ont été fondées dans des garages. Il y a beaucoup de garages aux États-Unis, hein, c'est pas mal. Mais, Donc évidemment, c'est de l'ordre de la mythologie. oui. Enfin, c'est en rien en plus sur le cas du jeu vidéo, ça ne marche pas du tout ce mythe-là. Donc voilà, mais du coup, donc il y a le style indépendant, il y a le discours indépendant. En fait, pendant un temps, on va considérer qu'un jeu va être indépendant que s'il a un discours indépendant. En gros, un discours d'inclusion et ou un discours de gauche. Mais du coup, en fait, ça ne suffit pas à définir l'indépendance. Et enfin, l'autre chose, ça va être les moyens de production. Est-ce que ça a été autofinancé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté? Est-ce qu'ils ont eu une campagne de communication? Bon, ben en fait, on s'est rendu compte que plus ça évoluait, plus cet argument-là, il marchait plus. Ça se voit notamment dans l'Independent Game Festival, qui fait une récompense de cérémonie de prix. Dès 2008, c'est fondé en 2000, en 99. Dès 2008, ils disent le jeu doit être fondé dans un esprit indépendant. Il n'y a même plus la question financière qui se pose. Donc définir esprit indépendant, si ce n'est dire bah, ce mec-là je l'aime bien, c'est mon ami, lui aussi c'est un indé parce que je suis un indé, il n'y a pas trop de trucs. Du coup, la seule définition correcte que j'ai pu utiliser pour définir un jeu comme indépendant, c'est si le jeu était défini par indépendant par la communauté et ou par les plateformes de revente. Et ça va être si le développeur ou la développeuse lui-même, elle-même, se définit comme indépendant. En fait, je considère l'indépendance comme une place, un statut, une étiquette que les gens se revendiquent d'eux-mêmes. Et voilà. Et c'est la seule chose qui englobe véritablement l'ensemble des réalités indépendantes. Et là, effectivement, on retrouve un classique des domaines de l'histoire culturelle ou des cultural studies, c'est-à-dire est indé, ce qui est considéré comme indé dans un temps donné par des acteurs. Donc c'est un pur phénomène d'étiquetage. Alors dans vos résultats de recherche, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Est-ce qu'il y avait une chronologie de l'indépendance? Est-ce que il y a un moment de crise, un moment plus assumé? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Il y a clairement une chronologie qui se voit en fait sur les difficultés qu'ils rencontrent, ou plutôt la difficulté mise en avant. C'est quoi la chose qui fait peur à la communauté des développeurs indépendants à tel moment? Jusqu'en 2006, des années 90 à 2006, il y a d'abord une volonté de rébellion contre le triple A. Le crunch, ça détruit des vies. C'est horrible sur les questions de management, avec pas mal de harcèlement sexuel, notamment, ça se voit encore en France à Ubisoft, le procès était récemment, toutes ces problématiques-là. Du coup, on essaye de s'extraire de ce monde-là et on va monter nous-mêmes nos propres jeux vidéo. C'est notamment le Scratchware Manifesto qui disent c'est simple, pour faire un jeu vidéo, tu as besoin de l'application pour faire ton propre jeu et de tickets resto, et c'est tout. Voilà. Ça va changer en 2005-2006 quand il y a l'arrivée de plusieurs plateformes de vente de jeux plus ou moins facilement. On peut penser à l'App Store pour les jeux téléphones. On peut penser au Xbox Live Arcade et au Nintendo eShop qui sont des plateformes de vente digitale sur les consoles de Xbox et de Nintendo.
Et enfin, bien sûr, à Steam, qui va être la première et celle qui va s'ancrer comme étant qui a le quasi-monopole en fait de la revente de jeux vidéo en digital sur PC. La deuxième problématique entre 2006 et 2012, ça va être ancrer l'indépendance dans le paysage vidéoludique. Ça va passer par des gens qui vont extrêmement bien réussir. On peut penser à World of Goo, on peut penser à Minecraft, à Marcus Persson derrière. Et on commence déjà là à avoir aussi deux problématiques. Comment on définit l'indépendance et comment eux-mêmes ils se définissent. Il y en a qui vont commencer à dire, eh ben, du coup, un bon indépendant, c'est quelqu'un qui a un discours important, un discours de gauche, plus ou moins vénère. Ça reste les États-Unis, donc on ne sait jamais trop à quel point c'est vénère, bien qu'ils veulent la révolution tout le temps, hein, mais on ne sait jamais trop quand est-ce qu'ils passent à l'acte, dans le cas des indépendants en tout cas. Et ça se retrouve avec Minecraft, qui va faire une révolution technologique. Ils vont réussir à faire un jeu qui se développe sur des années et des années en termes juste sur un seul compte parce que c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien produit. Marcus Persson va ensuite faire la plus grande trahison des indépendants puisqu'il va vendre Minecraft à Microsoft et ensuite il va dire « Ah, en fait les gens ils me détestent et ils écoutent tout ce que je dis et ils le prennent comme parole trop importante, ça ne me plaît pas » et il s'en va. Bon, en fait il s'est rendu compte qu'il a fait pas mal de sorties transphobes et misogynes et donc du coup il a été viré des communautés indépendantes. Donc il y a des gens qui prônent ce discours-là. Il y a aussi des gens qui prônent l'indépendance économique. Et donc avec les débuts de ces premières réussites, on a tout un mouvement, notamment de conférenciers en fait, qui explique comment bien faire sa transition vers l'indépendance. Donc bien choisir ces 4 potes avec qui tu bosses à Ubisoft, à Electronic Arts, à d'autres trucs, pour que tu puisses monter ton jeu comme ça qui marche. Ça va atteindre une apogée en 2013 avec la sortie de Indie Game The Movie, qui est un film documentaire et un peu propagandiste, en fait, sur 3 acteurs qui ont réussi. Le premier, ça va être Jonathan Blow, qui fait Braid, qui est un jeu qui reprend les bases de Mario, mais qui en met aussi une sorte de discours politique un peu conspi bizarre, mais qui marche. On a ensuite Phil Fish qui va être en mode « Ah mais Mario, super, Mario en 3D, encore mieux », qui fait Fez, du coup, et donc c'est vraiment cette révolution-là, cette révolution technique. Et enfin, on a Edmund Macmillan qui fait The Binding of Isaac et qui est pareil, l'idée de on va faire du gore aussi. Et du coup, il y a aussi ce truc de renouveau là-dedans. Cette apogée, elle est assez folle. Tout le monde veut devenir indépendant pour finir comme ces 3-là. Bon, bah, ces 3-là, 2 ans après, ils sont quasiment reniés de la communauté. Macmillan, un peu en mode ah, t'es un chelou, tu nous parles de caca, de sang un peu constamment, c'est sympa, mais reste dans ton coin, on t'invite pas trop. Jonathan Blow a notamment défendu Milei dans les années 2016 quand il a été élu, ce qui n'a pas plu forcément à la communauté indépendante américaine, qui se met aussi dans un mouvement anti-Trump. Donc, pareil, pour ses idées politiques, il a été repoussé, car il ne correspond pas à l'idéal indépendant. Et enfin, Phil Fish, relation plus complexe qui s'en joint à la seconde problématique et à tout le reste de la chronologie, en fait, et c'est pour ça que je parle d'émancipation politique du secteur indépendant. Phil Fish, ça va être une des personnes qui va subir le Gamergate. Alors, on ne va pas dire qu'un homme subit le Gamergate non plus de manière trop importante. Le Gamergate, c'est quand même d'abord des raids de violence d'extrême droite contre des femmes qui développent des jeux vidéo parce qu'elles osent parler de problématiques importantes qui les concernent, notamment Zoe Quinn qui fait son jeu Depression Quest. Lui, il décide de la défendre publiquement. S'ensuit en fait son site qui est hacké et ses informations personnelles et bancaires qui sont leak, et donc il décide de quitter la communauté indépendante. Donc on peut vraiment parler d'apogée avec Indie Games The Movie, puisqu'on a vraiment une montée en puissance qui arrive juste là, et dans les 5 ans qui suivent, ces indés-là qui s'en vont, et une restructuration. La dernière chose qui va vraiment être un moment pivot dans cette chronologie indépendante, c'est ce qu'on va appeler l'indie-pocalypse. L'indie-pocalypse, c'est une peur généralisée qu'il y a trop de jeux vidéo indépendants qui sortent. On considère à ce moment-là que c'est 300 jeux vidéo qui sortent par jour sur Steam. Et c'est comment on fait pour se tailler une place, pour que mon jeu vidéo me rapporte de l'argent, en fait, s'il y en a autant. Et donc là, on va retrouver encore les deux voies de l'indépendance qui vont d'un côté être en mode bah tant pis, moi je fais ça pour mon plaisir personnel, je n'ai pas envie de m'enrichir, et donc ça va être beaucoup de petits jeux qui vont amener notamment à la création de la plateforme itch.io.
et d'autres qui vont avoir une volonté de faire de l'argent et donc qui vont grossir. Soit parce qu'il y a une première réussite, soit parce qu'il y a eu un apport financier, et c'est l'arrivée des éditeurs. Et ça se termine du coup sur en 2022-2023, on commençait déjà à voir en fait cette séparation au sein des indépendants avec des gens plus pauvres qui font des jeux plus modestes et d'autres des jeux plus grandiloquents avec une campagne de com plus avancée. Ça va être les jeux de Devolver, notamment publiés sous l'éditeur Devolver, ou même aujourd'hui on pourrait penser à Clair Obscur Expédition 33, qui sont des jeux qui marchent énormément, une boîte de 30 personnes, ce qui n'est pas un triple A, ce qui n'est pas le jeu tout seul dans son garage. Merci pour tout ça. On voit bien que non seulement il faut être précis, mais il y a une certaine érudition à connaître dans votre sujet. Donc, je vais bien sous-titrer tout ça quand je vais mettre en ligne la vidéo. Et ben, merci pour cet éclairage-là et pour ce beau travail et à un de ces jours. Merci beaucoup.